Bonjour, bienvenue sur cette 21e séance sur notre formation web en HTML et CSS. On a vu beaucoup de choses concernant les modèles de boîtes, concernant les différentes parties de ces boîtes, notamment les marges, les bordures, les contours, etc. Et là on va continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir sur ces notions-là, pour parler de l'affichage déjà, la gestion de l'affichage de nos éléments et leur positionnement, parce que c'est très important de parler de positionnement au sein d'une page web, pour on va dire l'interaction avec ces différents éléments sur la même page. Alors on va reprendre un code ici, donc j'ai fait un code CSS très simple, juste pour avoir un affichage de fond en gris, une petite largeur au niveau de la page, et j'avais mis ici vite fait un titre et un paragraphe, d'accord. Donc on obtient tout simplement ce genre de choses. Donc ça, normalement vous êtes à l'aise avec tout ça, parce que ce ne sont que des propriétés des balises que nous avons déjà vues, donc normalement ça devrait être clair pour tout le monde. Et on va commencer déjà par tout ce qui concerne l'affichage. Donc pour l'affichage, nous avons une petite propriété en CSS qui s'appelle display et qui va permettre de pouvoir spécifier un affichage précis. Donc par exemple, on peut avoir, et par défaut c'est le cas, donc on va le renoter là, par défaut, on va avoir donc un affichage display. Alors ce qu'on peut faire nous, plutôt que par défaut, vous voyez qu'on a ici un paragraphe. Si on veut ne pas afficher tout simplement ce paragraphe, de dire voilà que le paragraphe n'est pas affiché, d'accord, aucun affichage, on va utiliser la valeur none à cette propriété display. Ça aura donc pour effet de faire complètement disparaître l'information. Alors on peut aller regarder au niveau du code source, vous voyez évidemment qu'on retrouve toujours l'info, d'accord. On parle vraiment ici de gérer l'affichage. C'est pour ça que je vous avais expliqué encore une fois cette idée de ne pas mélanger le fond en fait, c'est-à-dire l'HTML, d'accord, la structure, le contenu, de la forme qui est plus réservée au design, à la mise en page, ce genre de choses. Et là on se rend bien compte que le CSS ne vient pas ici modifier, d'accord, le code source par exemple HTML. Donc bien prendre en compte tout ça. Donc on voit simplement qu'on n'a pas d'affichage, et si on essaye par exemple de... Ah, ça j'aurais peut-être le faire d'ailleurs, attendez. On va remettre ici un H2, c'est juste pour le test. Ça vous servira à comprendre certaines choses. Voilà. On voit que les titres se mettent bien donc l'un à la suite des autres, et que vous voyez ça n'a pas laissé un espace, d'accord. Donc on a véritablement en fait masqué l'information, mais en plus de ça, on ne laisse pas par exemple l'espace qu'il y avait pour cette info. Que je vous remonte d'ailleurs, si je vire ça, que j'actualise, vous allez voir que le titre là va se trouver beaucoup plus bas, voilà, d'accord, il y a un décalage. Donc ça montre bien ici que le titre ici, du coup a été empiété sur l'autre place, puisqu'il fait comme si en fait il n'y avait jamais eu de paragraphe à cet endroit là. Donc c'est pas comme s'il lui laissait une place vide en fait au niveau de ce contenu là. Donc ça c'est un display, d'accord, donc un affichage tout simplement pour retirer l'information. Au niveau HTML, on a deux types d'éléments, j'ai dû en parler aussi, mais sans rentrer trop en détail. Nous avons un affichage de type bloc, c'est-à-dire que vous allez avoir des balises. Alors ça, il n'y a pas besoin de forcément les apprendre par cœur. Vous allez très vite les retenir naturellement, ou alors vous pouvez toujours retrouver dans les spécifications du W3C, donc tout ce qui concerne le HTML, voir un petit peu les listes des balises pour voir en fait celles qui sont de type bloc et celles qui sont de type inline. Et j'en avais déjà parlé. Une balise de type bloc, c'est très simple en fait. Pour le voir, regardez, si je mets par exemple plusieurs paragraphes, même si par exemple je me dis tiens je mets un paragraphe juste à côté d'un autre, vous voyez, c'est-à-dire sans forcément passer la ligne dans mon fichier, on va remarquer qu'au niveau du code, alors là on va rien remarquer du tout puisque j'avais le display ici, voilà, on va remarquer qu'au niveau du code, vous voyez, ils se mettent bien tous l'un en dessous des autres. Et d'ailleurs, si je m'amuse à faire petite bordure comme vous l'avez appris précédemment, donc bien mettre en évidence les choses, pardon. Voilà, on va mettre ça en noir, hop, on obtient des petites boîtes, et vous voyez d'ailleurs elles s'appliquent des marges par défaut, parce que la balise P applique des paddings ou des margins en fonction par défaut, donc vous pouvez comme ça vérifier ça, et on a donc ce modèle de bloc, d'accord, de boîte, c'est-à-dire que ça va se mettre l'un dessus des autres, dans l'ordre auquel vous les avez écrits dans votre fichier HTML. Donc après, nous, pour plus de lisibilité, bien sûr, on va toujours prendre cette habitude de faire ça, parce que c'est beaucoup plus lisible pour celui qui relit le code. Mais de toute manière, même si vous mettiez ça à la suite, on aurait toujours cet affichage en bloc. Donc ça, c'est un display bloc, c'est-à-dire que l'élément P, par défaut, en fait, il a ceci. Display bloc. Ok. Voilà, c'est son type d'affichage par défaut. On va également avoir des éléments qui sont de type inline, d'accord. Les éléments de type inline, eh bien, nous allons avoir par exemple les images. Alors on peut le mettre ici. IMG, alors oui, je le mets pas dans un paragraphe exprès, c'est normal. Alors je vais mettre pic, non, on va mettre pic point directement, j'avais pris une petite image, voilà, et voilà. On teste, voilà, on verra pas grand chose, on a notre image qui s'affiche.
Si je mets l'image à côté, d'accord, hop, vous voyez, je remets exactement la même image à côté, les éléments vont se suivre, d'accord. On a ce qu'on appelle des éléments inline, ok. Donc ça c'est vraiment la différence, c'est-à-dire que normalement si ça avait été un élément en bloc, eh bien cette image-là se serait mise en dessous de l'autre. On peut évidemment, et ça vous l'avez compris, grâce à cette propriété display, modifier les propriétés, donc le type en fait d'affichage d'un élément. Si d'un seul coup je veux que mon paragraphe devienne un élément inline, bah, je peux très bien faire ça. Et là je vais obtenir ça. Voilà. Donc on voit bien d'ailleurs grâce à mes box, enfin les borders, où s'arrête, vous voyez, le premier paragraphe. Et regardez le deuxième, il commence juste après. Voilà. On a créé un paragraphe de type inline. Et à l'inverse, bah, pour des éléments qui sont inline, d'accord, on peut très bien en faire des éléments blocs, pardon. Voilà. Donc on va faire display bloc. Donc c'est un peu comme si c'était par exemple entouré d'un paragraphe, c'est-à-dire que ça va devenir un élément bloc qui du coup ici va se suivre. Voilà, très pratique. Donc ça c'est à savoir, parce que dans certains cas vous aurez peut-être besoin de changer le type d'affichage, d'accord, via une propriété au niveau du CSS pour certains éléments. Donc c'est des petites choses à savoir. On a également d'autres valeurs possibles, je vais en parler très rapidement. On a la valeur inline block. Alors ça je vais peut-être le faire d'ailleurs, on va peut-être les montrer sur des paragraphes, parce que sinon vous allez pas voir la différence. Parce que le problème voilà, c'est que CSS il faut du visuel pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que pour moi évidemment c'est tout à fait logique, pour vous quand vous êtes en train d'apprendre ça ne l'est pas forcément. Donc ce qu'on va faire un span. Regardez, on va créer plusieurs classes. On va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire On va faire IB. Voilà. IB, c'est un display... Non, pas fond de display. Merci la complétion. Hein. Donc on va avoir ce type-là. D'accord. Inline block. On le verra. C'est quand même l'un des plus utilisés. Et on peut avoir éventuellement... IL... list item. Donc list item c'est pour avoir un comportement comme un élément d'une liste, hein. Vous savez, une liste à puces, ce genre de choses. Voilà, IBIL. Alors si je mets par exemple ça là, je fais un span classe IB, je mets par exemple pour toute cette partie là, et puis ici je fais span class égale IL. Et puis c'est tout, on va laisser comme ça, hein. De toute façon, on va en revirer l'image. Voilà comment nous allons avoir l'élément. Donc vous voyez que l'endroit où j'ai fait un list item, on a tout simplement un comportement transformé qui donc va se comporter comme une liste à puces. Vous voyez qu'à l'endroit où j'ai fait ici l'élément, vous voyez que je fais un affichage en list item, eh bien il réagit comme si ceci était une partie en fait d'une liste à puces. Et vous voyez d'ailleurs il affichait la petite puce par défaut. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors là par contre on le voit moins. Attendez. Le inline block on n'a pas forcément de... On se rend pas forcément compte là l'affichage. Parce que le inline block en fait si vous voulez ça va fonctionner. C'est un peu un mélange des deux, un mélange de bloc et de inline. C'est-à-dire que vous allez avoir un passage en fait en bloc. D'accord. C'est-à-dire par exemple ici on va avoir un élément bloc. Ah mais c'est parce que P ça en est déjà un. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas content. Peut-être qu'on se rendra mieux compte en faisant ça. Non, pas mieux. Bon, c'est embêtant. C'est pas grave. Donc en fait, on va réagir ici comme un élément par défaut. Là, on va avoir un nouvel élément bloc. Donc on va avoir en fait un nouveau bloc qui va se créer. Et la suite va agir comme un inline. D'accord. Donc on a en fait un comportement un peu hybride. Alors j'ai pas forcément comme ça d'exemple en tête qu'il vous montrerait bien malheureusement. Parce qu'il faudra un exemple assez précis. Ici, je le mets en div. Ce qui serait évidemment bizarre parce que div, voilà, div est un élément bloc par défaut et span un élément inline. On verra pas forcément. Est-ce qu'il me l'a bien fait là? Oui, il me l'a fait à la coupure, voilà, c'est ça. Voilà, cette partie-là. Donc vous voyez comment ça fonctionne. C'est que normalement, ça c'est vraiment si c'était directement en bloc, ceci, eh bien on aurait une première ligne avec ça, on aurait une deuxième ligne avec ça, et ça, ce serait un nouveau bloc, d'accord? On aurait 3 blocs. Et là, comme on est en inline block, on a ça. Au moment où on utilise un élément inline block, eh bien il agit comme un bloc, donc il passe à la ligne, donc c'est le cas. Et tout le reste après, cet élément inline block va fonctionner comme un inline, donc il va suivre en fait le reste de l'élément. Et c'est effectivement le cas, on voit que tout ça se suit. Donc on a pour le coup 2 blocs en réalité, d'accord? Voilà, bon ça va, j'ai réussi à vous trouver un exemple qui le montrait. C'est pas forcément évident, c'est parce qu'il fallait utiliser un div, c'était évidemment beaucoup plus pratique comme ça. Donc
Encore une fois, pratiquez, hein, n'hésitez pas à tester ces propriétés, parce que moi je vous montre quand même des exemples très simples pour pas voilà vous comment dire que ça vous bloque en fait au niveau de la compréhension, mais il faudra tester sur des exemples concrets, sur vos vraies pages web, sur des vrais sites web, pour vous rendre compte vraiment de la différence et comment les comportements comme ça agissent. On a un peu le même exemple, mais je vais pas le montrer avec un exemple tout précis, parce qu'il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de valeurs, avec inline table, d'accord. Si vous voulez par exemple appliquer pour un style de cellule de tableau, d'accord. Donc ça c'est à vous de voir aussi, tester dans un tableau et vous verrez comment ça fonctionne. Je vais pas le montrer parce que si je dois montrer chaque truc à chaque fois, on va prendre évidemment beaucoup de temps. Mais sachez que ça existe. On a évidemment d'autres types de display, d'accord, d'autres types d'affichage, notamment le display flex et le display grid. Donc ça on en parlera dans une prochaine vidéo, d'accord. Il y aura des vidéos où on parlera justement de flexbox, on parlera des grilles, etc. en CSS, qui sont des méthodes un peu plus modernes pour créer des boîtes de contenu, pour créer des boîtes dynamiques, à dimension dynamique. Donc ne vous en faites pas, c'est prévu pour cette formation, mais on en parlera bien évidemment beaucoup plus tard. Il faudra au moins une vidéo pour chacun des types, au moins une vidéo sur Flex et au moins une vidéo sur les grilles, vu tout ce qu'il y a à dire dessus. Voilà pour cette partie, on va revenir du coup à des exemples simples ici. Et on a fait le tour grosso modo au niveau des affichages, d'accord, de tout ce qu'il y avait. Donc grosso modo, il faut retenir bloc, inline, qui sont les plus utilisés, none si vous voulez masquer le contenu, ça peut arriver, et on a inline block dans certains cas qui peut servir, mais c'est quand même plus rare. Après list item, inline table, etc. c'est plus rare, et flex grid c'est plus récent, et on en parlera prochainement de toute façon. Voilà pour ça. Un autre moyen de jouer sur l'affichage, parce qu'on avait vu par exemple pour le display, ça va être la propriété visibility. Donc je vais aller assez vite. Et visibility, ça va être très simple. Par défaut, l'élément est à visible comme valeur, donc il est comme il est d'habitude. Mais on peut aussi le masquer en faisant, bien sûr, je sais plus écrire, hidden. Et là, regardez la différence. Alors vous n'allez forcément pas le voir ici. On va remettre notre petit titre. Hop. Voilà. Parce que ça va être important visuellement. J'actualise et vous voyez, il a gardé en fait l'espace. Ça veut dire que là, contrairement à display, quand vous cachez avec la propriété visibility, on va effectivement masquer l'affichage. Par contre, on va laisser l'emplacement que cet affichage avait pris sur notre page HTML. Donc c'est là que du coup qu'on a quand même cette différence qui est importante entre les deux. Voilà. Donc on va vraiment masquer mais sans enlever l'affichage. Sinon le titre ici se sera retrouvé à cet endroit là à peu près. Comme tout à l'heure avec le fameux display. Et on peut le montrer hein, si on fait un display. Pour voir le comportement différent, none. Voilà la différence de comportement au niveau HTML, d'accord. Vous voyez que ça n'agit pas du tout de la même manière. Donc ça c'est à savoir aussi, j'en parle rapidement mais c'est à connaître. Visibility qui est une propriété à connaître. Et après on a collapse, mais collapse c'est pareil, c'est un cas assez particulier, notamment pour les tableaux, on s'en sert beaucoup. Donc c'est pour gérer en fait tout ce qui est affichage, par exemple pour les cellules de tableau. C'est-à-dire que par exemple ça va masquer des cellules par exemple d'une ligne d'un tableau. Donc testez-le hein, sur un tableau pour voir effectivement comment ça fonctionne. Sinon vous avez vu ça fonctionne comme le hidden, hein, si on l'utilise par exemple sur un paragraphe, on ne verra pas de différence. Donc voilà, je peux faire assez vite là-dessus puisque c'est pas compliqué à comprendre. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va rester sur de l'affichage encore avec une dernière propriété, mais qui agit pas forcément sur le masquage ou non d'un contenu, mais sur son opacité. Et ça c'est important, c'est-à-dire que par défaut les éléments sont affichés à 100%, une opacité de 1 on peut dire, donc 100%, et un élément complètement invisible aurait une opacité de 0, d'accord, 0%. Vous allez donc pouvoir en CSS jouer avec ce type d'opacité selon le cas, et nous on va le faire sur une image, parce que je pense que ce sera bien parlant. Donc on va remettre l'exemple de l'image. Alors, pour le coup, on va la mettre dans un paragraphe. Hein. Voilà, on regarde qu'elle s'affiche bien par défaut. Ah oui, évidemment, il me met dans un... Non, on va pas mettre du coup, parce que sinon il met une jolie bordure pas belle. Voilà. Et on va jouer là-dessus. Pour l'image, donc par défaut, comme pour tous les éléments d'ailleurs, hein, ils ont une opacité, donc c'est la propriété opacity, de 100%, donc de 1, d'accord. L'opacity peut prendre une valeur entre 0 et 1, d'accord, un nombre entre 0 et 1, et notamment un nombre à virgule. Alors on met le point en informatique hein, pour la virgule. Donc 1 c'est 100%, si je mets 0, eh bien c'est 0%, d'accord. Donc on retrouve la même chose, donc là c'est pas forcément que l'élément n'est pas affiché, c'est juste qu'il a une opacité de 0, d'accord, il est en fait transparent, d'accord, mais l'élément en fait est là, d'où le fait qu'on a encore la place qui est laissée, un peu comme visibility. Et si on veut faire entre les deux, bah, vous mettez 0. quelque chose. Si vous mettez 0.6, bah, ça veut dire 60%, d'accord. Et là, voilà un petit peu l'affichage qu'on a. Vous voyez, on a une petite opacité qui est réduite. Pour ça, pour ceux qui utilisent des logiciels d'image, vous connaissez bien le principe d'opacité sur une image. Voilà. Vous voyez, on peut jouer un petit peu comme ça. Donc ça peut être sympa.
Voilà. Et plus tard, on pourra par exemple faire des trucs... j'en ai pas parlé en détail, mais... par exemple, qui fait qu'au passage de la souris, hop, voilà, on a change l'opacité de l'image. Voilà, donc ça c'est des petites choses à connaître qui sont plutôt intéressantes. Donc vous avez comme ça 3 propriétés très pratiques sur ce qu'on a vu ici. Je vais les renoter en haut pour ceux qui aiment bien avoir la liste. Vous avez display, d'accord. Vous avez visibility, et vous avez opacity. Voilà, ça c'est vraiment les trois balises, pardon, les 3 propriétés, pas balises, principales pour gérer tout ce qui est affichage, tout ce qui est justement opacité des éléments. Voilà pour ça. Et maintenant nous allons pouvoir passer tout ce qui est positionnement. D'accord, on a parlé de tout ce qui est affichage, donc on arrive sur la deuxième partie de cette vidéo, à savoir le positionnement de nos éléments. Alors le positionnement, on va sûrement avoir besoin de faire autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? On va laisser l'image pour le coup, on verra bien. On va faire un div class égale first. On va faire ça. Je vais même pas mettre du texte dedans en fait. Voilà. Et third. J'aurais même pu pas m'embêter à ça en fait. Hop. Voilà, on a 3 éléments donc dans des divs, d'accord, et on va pouvoir jouer là-dessus. Ça on s'en fiche. Du coup ça on s'en fiche. Voilà. Donc on y va. First on va lui appliquer un certain style, on verra par la suite. Donc c'est de pas perdre trop de temps là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Second et third. Ok. On va donc leur mettre déjà une couleur, hein, pour les identifier chacun. Donc est-ce qu'on peut les mettre comme couleur au premier? C'est de mettre des couleurs qui piquent pas trop les yeux. Voilà, parce que les couleurs rouges, hein, elles sont tellement pétantes que c'est pas génial. Et pour lui, on va lui mettre une couleur genre plus dans les bleus. Voilà, et puis pour l'autre, on va lui mettre une couleur plus dans les verts. Hop. Voilà, donc logiquement, hop, alors évidemment oui on n'a rien, c'est logique. Logique. On va mettre que les divs, les éléments divs font grosso modo, eh bien, on va mettre 200 pixels de largeur, et je pense que 200 pixels de hauteur ce sera bien, pour se rendre compte un peu de tout ça. Voilà, comment sont les différents éléments, d'accord? Donc on a nos 3 divs, d'accord, qui suivent à la suite des autres par rapport à ça. D'ailleurs, je rappelle que si je veux faire un display inline, je vais changer le comportement du div qui est de type bloc par défaut, et là on obtiendrait, alors moi il y a même un élément, ah oui, un élément de type inline parce qu'on ne peut pas appliquer de taille aux éléments inline. Alors ça je l'avais pas dit effectivement, mais c'est bien du coup que je fasse ça. Donc un élément inline, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, on ne peut pas lui appliquer une largeur, une hauteur, d'accord? Parce que c'est du texte, c'est une image, c'est tout ça, donc c'est régi par d'autres règles. Donc à ce moment-là, et d'ailleurs je vois que l'éditeur il l'indique, on va simplement remplir eh bien, le div en question, d'accord? C'est ça qui va du coup permettre d'estimer voilà, les dimensions des éléments, d'accord? Donc comme ça vous vous rendez bien compte hein, des différents types ici. Oui, sinon je l'aurais oublié d'en parler, ça c'est quand même important de le savoir. Écoutez, on va revenir tourne, voilà. Voilà, on va revenir à quelque chose de ici, et l'image on va l'enlever parce que mine de rien elle prend de la place à l'affichage. Ok, voilà ce que nous avons. Voilà, 100 pixels pour chaque image. Donc ça, on va pouvoir du coup jouer sur le positionnement, d'accord, au niveau de nos éléments. Le positionnement, alors par défaut, il est statique. C'est-à-dire que quand on a un positionnement statique, donc par exemple si je fais ici position, on a un élément de type statique. Quand on a un positionnement statique, pour le coup, d'ailleurs je sais pas si là, bon, si je le mets sur les 3, ça va pas forcément être utile, voilà. On voit donc qu'on a ce comportement là par défaut, et quand on a un positionnement statique, on va pas pouvoir jouer sur des décalages de position. Ça veut dire que en plus de la propriété position, qu'on va regarder, hein, vous allez voir qu'elle a pas mal de choses à connaître, on va pouvoir jouer sur des décalages, par exemple en hauteur, donc top, à droite, right, du bas, donc bottom, et de gauche, d'accord? Décaler une image, voilà.
Donc ça, c'est dans le cas où nous aurons une position autre que statique, et statique, c'est encore une fois la position, le positionnement par défaut. Il est régi, il est défini par rapport aux autres propriétés que nous avons en CSS. Donc par défaut, on obtient ça. Comment je vais pouvoir du coup jouer sur ces éléments? Alors peut-être d'ailleurs j'aurais dû faire... C'est plus pour vous, hein, visuellement, voilà. Comment je vais pouvoir du coup changer ce système de positionnement avec différentes valeurs. Donc position, par exemple, je vais prendre sur lui, sur Second, on peut le mettre de manière relative. Une position relative, ça va être par rapport en fait à l'emplacement où se trouve l'élément, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, bah, l'élément, on voit que Second, son positionnement de base, il est ici, d'accord? Son point de coordonnée en fait premier est ici, tout en haut à gauche. Donc cet élément-là, quand vous dites un positionnement relatif, ça veut dire qu'on va chercher à jouer sur ce positionnement. Donc juste de faire un positionnement, vous voyez, relatif tout seul, ça ne va rien changer. On utilise ce changement de positionnement pour utiliser ces propriétés-là. Donc moi, ce que je vais dire en fait, bah, c'est qu'à partir de là, il va me faire, donc maintenant que j'ai appliqué un position relative, tu vas me faire un décalage gauche de, par exemple, bah, écoutez, on va faire genre 200 pixels. Donc ça veut dire qu'on va retrouver une sorte de damier. Et là, on va appliquer ça. Et vous voyez, on a une espèce de damier comme ça, blanc couleur, couleur blanc, etc. Voilà. Donc en fait, le left, il s'est fait là. Vous voyez, ici, j'ai fait un décalage de 100 pixels. Parce que j'ai choisi de mettre ce div-là en positionnement relatif. D'accord? Donc en partant de ce point-là, d'accord, qui serait le point 0, 0, je lui ai dit, tu me fais un décalage gauche, donc un décalage sur l'axe X, hein, d'accord? Donc horizontal, hein, pour ceux qui ont du mal avec ça. N'oubliez pas que quand on parle de X, c'est ce qui est en horizontal au niveau des coordonnées, et le Y, c'est ce qui est en vertical, hein, d'accord? Comme sur un graphique, hein, pour ceux qui font des graphiques en physique, en maths, etc. Ça fonctionne exactement pareil, bien évidemment. Donc là, c'est ça, d'accord? Le point 0, 0 est là. Donc si je fais un décalage à gauche, ça va se déplacer vers la droite. Si je fais un décalage du haut, ça va se déplacer vers le bas, d'accord? Parce que j'avais dit que le point 0, 0 est ici. Donc plus on descend, plus on augmente le Y, et plus on va à droite, plus on augmente le X, et inversement. D'accord? Donc on peut faire pas mal de choses comme ça. On peut par exemple faire ça aussi. Voilà. Et là vous avez vu, les éléments d'ailleurs se passent l'un dessus les autres, en fonction des positions. D'accord? Donc ça on a un ensemble fixe, et là on a un ensemble relatif, sur lequel on va pouvoir jouer le positionnement. Donc précisément. Donc ça, à utiliser que si vous voulez utiliser ces propriétés-là. Sinon ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où vous allez vouloir changer ici, faire des décalages sur un élément, quel qu'il soit, eh bien il faudra changer le type de positionnement. Le passer donc de statique tel qu'il est par défaut à par exemple relatif. Maintenant nous avons un autre cas, et là vous allez voir du coup quelque chose, on va remettre en positionnement par défaut. Vous avez le cas, la position absolue. Absolute. Non. Lut. Voilà. Si j'actualise, on obtient ça. La position absolue va jouer en fait sur l'ensemble en fait du document, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir un positionnement parti de la base. Et la même chose, si je veux faire un left par exemple de 100 pixels, voilà ce qu'on va avoir, d'accord? Donc on prend vraiment sur un ensemble d'éléments en fait plutôt que de prendre sur l'élément à lui tout seul, ok? Donc il va falloir gérer toute cette partie-là, d'accord? Donc vous allez pouvoir bien évidemment jouer sur tous les types, hein. D'accord? On pourra également changer le comportement sans problème de cet élément ici, cette div, en fonction. Donc c'est à vous de voir. Dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'utiliser le positionnement absolu. Dans d'autres cas, le positionnement relatif. En général, c'est plus souvent le positionnement relatif, hein, pour gérer chaque élément en fonction des autres. Parce que sinon, vous avez vu que là, par défaut, automatiquement, on perd un élément. Comme ils étaient, bon, pour le coup, à rattacher, on a un élément qui disparaît. D'ailleurs, si je fais... bon, c'est de la répétition de code. Vous voyez, bon, si je le fais sur lui, ça change le cas là. Et si on le fait là, voilà. Donc quand je vous dis que ça prend l'ensemble du document, en fait, bon, c'est pas vraiment l'ensemble du document, c'est l'ensemble des éléments qui ont une position idem. C'est-à-dire que du coup, le point absolu devient celui-là. D'accord? Celui du premier div, même par rapport aux autres. Donc automatiquement, pour Second, par exemple, si je fais un top de 200, je pense que ça va être ça. Voilà. On arrive ici. Si on fait un positionnement un décalage de 100, on arrive là. D'accord? Donc vous comprenez bien un petit peu, hein, parce que c'est pas forcément évident à comprendre au niveau du calcul, mais pareil, faites des tests et vous verrez un petit peu comment se comporte en fait le positionnement absolu par rapport au positionnement relatif. Donc c'est des choses à connaître aussi. On a également le positionnement fixe, pareil, donc ça peut être un autre cas. Alors je vais peut-être pas le mettre ici.
Par exemple, vous pouvez avoir un positionnement fixe pour un seul élément, comme vous pouvez du coup avoir un positionnement absolu pour, ou relatif pour les autres. Donc ça c'est pareil, en général on l'utilise beaucoup avec d'autres types de positionnement. Tout seul, bon il va pas forcément bien rendre les choses. Là, et puis là, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais mettre par exemple 200 pixels, et puis lui on va mettre top 500 pixels. Voilà. Donc on voit le second, on voit le third, alors third du coup on ne le voit pas, pour le coup, puisque fixed était ici. Est-ce qu'on peut le décaler? Voilà. Et là, pareil, on a évidemment un positionnement assez différent par rapport à ce positionnement fixe. Donc ça, pareil, à vous de voir au niveau de vos pages comment vous allez l'utiliser, parce qu'il n'est pas forcément évident non plus au niveau de son utilisation, et c'est quand même beaucoup plus rare. Vous voyez, celui qu'on va vraiment le plus retrouver, c'est le positionnement relatif, plutôt que le positionnement fixe ou le positionnement absolu, qui lui va dépendre de beaucoup plus d'éléments, et nécessitera du coup beaucoup plus d'usage de propriétés pour que ce soit évidemment géré comme il faut. Et n'hésitez pas non plus à tester sur plusieurs types d'éléments différents, hein, de faire du positionnement sur autre chose que des divs, hein, bien évidemment. Moi je le fais sur des divs parce que c'est le plus pratique, hein. On fait des petites boîtes de couleurs, c'est visuellement parlant, mais n'hésitez pas à le faire sur autre chose. Alors après on a d'autres cas, mais c'est beaucoup aussi de valeurs expérimentales, donc vous savez que moi sur cette formation je vous présente pas que ce soit les balises qui sont encore expérimentales ou qui vont venir avec des prochaines versions une prochaine spécification d'HTML, et je fais pas la même chose pour CSS, de sorte que vous puissiez avoir quelque chose qui fonctionne sur tous les navigateurs, y compris les navigateurs mobiles. Sinon ça n'aurait pas d'intérêt de faire un site qui fonctionne que sur Firefox par exemple, le PC, et pas ailleurs. Ce sera assez problématique je pense pour la navigation des utilisateurs. Alors voilà pour ces petites propriétés en position. Bon, je vous ai pas trop détaillé parce qu'encore une fois il y a plein de choses à faire et je veux pas faire une vidéo de 2 heures juste là-dessus, mais n'hésitez pas à voir tout ça dans le détail. Je vous ai montré en tout cas le principal, et après je vous le dis, c'est à l'utilisation, à l'usage que vous verrez comment ça fonctionne exactement. Alors au niveau de ces éléments, au niveau du positionnement, d'accord, et là ça peut être évidemment utile de le faire. Où est-ce qu'on peut faire ça? Attendez, on va remettre du coup du positionnement. Par exemple... alors peut-être même positionnement absolu, on va peut-être le mettre sur div, hein, en fait. Voilà. Et du coup, top, on va pouvoir lui mettre 25 pixels. Left, on va pouvoir lui mettre 80. Je vois en fait comment les éléments vont interagir, voilà. Donc on a celui-là, et on a perdu par contre le first. Est-ce qu'on peut... voilà, comme ça on a ça. Donc au niveau de ces éléments, d'accord. Alors, par contre on verra pas, attendez, il faudrait peut-être que... peut-être que j'en rajoute un peu plus. Voilà, on a l'impression que l'élément est plus petit, mais non, hein, d'accord, on n'a pas changé la dimension, et vous allez comprendre pourquoi. C'est simplement en fait que l'élément rouge passe en dessous, et ça vous verrez un petit peu. Alors, pourquoi il passe en dessous, pourquoi tout ça? Parce que tout simplement que les éléments sont définis, comme vous voyez, le div 1 en premier, div 2, div 3. Donc automatiquement, et par défaut, au niveau de l'empilement, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet d'empilement des éléments, quand ils se chevauchent au niveau des affichages, on voit qu'ils se font dans l'ordre. Le premier élément, donc le premier affiché dans le code, sera celui qui est le plus au fond, d'accord? Le div 2, comme il arrive après dans le fichier, et notamment surtout après au niveau de la propriété, ici, donc au niveau du CSS, il va venir par-dessus, et le div 3, du coup, il vient par-dessus tous les autres, puisqu'il a été le dernier, c'est le troisième, donc il a été le dernier défini. Donc voilà comment que ça se passe. Cet effet d'empilement, d'accord, de profondeur au niveau des éléments, on va pouvoir également le changer en CSS avec la propriété zIndex, qui est une propriété très importante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir spécifier là une propriété zIndex. Elle prend comme valeur un entier, quel qu'il soit. Donc je crois qu'il y a une limite, mais je sais plus où, enfin, je crois que c'est plusieurs milliers, mais bon, avant que vous arriviez avec des empilements de plusieurs milliers d'éléments HTML, bon, il faudra le voir arriver. Mais en gros, vous choisissez une valeur entière, et évidemment, la valeur qui est la plus haute sera la valeur qui sera affichée en premier. Donc en général, hein, on fait de préférence un zIndex sur les éléments qui sont empilés, donc tous, d'accord. Et on met par exemple celui qu'on veut en premier. Moi par exemple je veux que third soit affiché le plus haut. Je peux mettre la valeur par exemple 10, d'accord, pour être sûr, voilà qu'elle est vraiment au-dessus. L'élément third, je veux qu'il soit affiché en deuxième, je lui mets une valeur par exemple de 8. Donc 8 est en dessous de 10. Et pour lui je lui mets par exemple une valeur de 5, d'accord. Alors vous pouvez des valeurs qui suivent de 1 en 1. Vous pouvez très bien mettre ici un zIndex de 1, ici un zIndex de 2, 3, etc. D'accord. Vous pouvez sans problème jouer là-dessus. Et là du coup, vous voyez, on change l'ordre. On a bien le div 1 avec son zIndex de 10 qui est au-dessus de tout le monde, div 3 qui arrive après avec 8, et lui avec 5 qui est derrière tout le monde. Voilà. Comme ça, vous pouvez changer dans certains moments les différents index.
Si je mets 15, bah là le bleu va se retrouver devant tout le monde. Voilà. D'accord? Donc on peut vraiment jouer là-dessus. Donc c'est important de le voir, je pense, pour bien piger le principe. Voilà, comme ça on l'envoie bien. D'ailleurs j'aurais même pu mettre moins. Oups. Mince. C'est bien que j'avais pas fait assez. Voilà, comme ça on se rend bien compte là de... comment dire, de l'empilement de ces différents éléments. Donc cette petite propriété, c'est d'index, d'accord? Très simple à utiliser, mais qui est évidemment à connaître, puisqu'elle pourra gérer comme ça l'empilement de ces éléments, selon l'affichage que vous avez choisi, pour dire, voilà, pour définir lequel se trouve au-dessus des autres. Donc à connaître bien évidemment pour ça. Voilà pour cette partie. On va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo, d'accord, qui va permettre de gérer un petit peu également le positionnement et le comportement de nos boîtes de contenu, tout ce qu'on a vu sur les modèles de boîtes, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra de manière un peu plus moderne dans des prochaines vidéos, avec, comme j'en parlais tout à l'heure, Flexbox et Grid. On verra tout ça par la suite. Alors, on va appliquer une image, je pense que ce sera bien, voilà, et on va mettre ici un premier paragraphe, pourquoi pas un deuxième. Bien sûr, j'invente des balises, hein, c'est la mode. Voilà. On a ça. J'actualise ici. Ok. On va virer tout ça. On n'a pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Je pense qu'il n'y en a plus besoin pour l'exemple à vous montrer. Voilà pour ça. Donc ça, c'est un affichage, comme je dis souvent, qu'on a par défaut. C'est-à-dire quand vous allez définir un site, par exemple, vous allez vouloir faire plusieurs sections. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être même pu le montrer sur des formes de sections. On le verra après, là. Éventuellement, je vous mettrai ça. Comme je sais, souvent les gens aiment bien des exemples assez réutilisables. Bah, je vous montrerai ça sûrement en fin de vidéo, si ça vous dérange pas. On verra ça par la suite. Donc par défaut, là, on a notre élément donc bloc, hein, pour le coup. C'est-à-dire qu'on va avoir notre titre. Donc notre titre, hein, je rappelle que si j'en mets un juste à la suite, il se met en dessous. Donc c'est bien un élément de type bloc, et non pas inline, hein, les titres. Ici j'ai un élément inline, donc pas de problème, et ici ensuite je passe un nouvel élément bloc, donc qui se met en dessous de l'image, etc. etc. D'accord? Donc ça je pense qu'on voilà, vous avez bien compris maintenant avec tout ce que j'ai expliqué sur cette vidéo. Mais on va pouvoir changer ce comportement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple avoir changé le caractère d'un élément pour lui dire qu'il sera flottant. Et un élément flottant, bah, vous l'avez peut-être déjà vu dans des livres, vous l'avez peut-être déjà vu sur certains autres sites, c'est d'avoir par exemple bah, ici notre petite image, d'accord, et avoir le texte qui démarre au même niveau que cette image, c'est-à-dire qu'il va démarrer là, donc il va se mettre tout ici, d'accord, en décalé par rapport à l'image, et éventuellement, bah, quand il aura dépassé les dimensions de l'image, bah, il continuera de s'écrire en dessous. Donc pour ça, cette image-là, on va mettre fleft, par exemple, on va lui créer une classe fleft, et cette classe fleft, elle mettra l'élément en flottant, donc la propriété float, pardon, pas l'attribut, je sais pas pourquoi je veux sortir les mots attribut, machin, et on met left, ok, donc nouvelle propriété à connaître, float, et nous aurons ça, voilà. Donc vous voyez comment que ça se met. Alors je peux éventuellement par exemple décaler un peu l'élément, hein, sans problème, pour avoir ce texte là. Alors si j'en avais assez, je vais changer l'image, pour vous voyez, on va mettre une image un peu plus petite, j'avais fait normalement une version plus petite, voilà, d'accord. Je peux continuer hein, en mettant d'autres images, voilà, d'autres paragraphes, voilà. Et là vous voyez ça se met à la suite, d'accord. Donc j'ai ma petite image en flottant et le texte se met par la suite comme ça, d'accord. Alors voilà comment ça va agir, d'accord, au niveau du comportement pour float left. Je peux faire la même chose avec right, évidemment. Bon, là on aura une image flottante à droite. Alors là, pour le coup, non, on voit pas forcément puisque notre image, enfin notre texte hein, démarre de gauche à droite, d'accord, donc il faudrait gérer le texte d'une autre manière. Mais on pourra, non, attendez, c'est surtout que, voilà, là on le verra mieux, voilà. Donc nous, ça fait un peu plus bizarre, comme je vous disais, parce que notre texte par défaut, évidemment, écrit de gauche à droite, donc vous voyez qu'on a ici pas quelque chose qui vient forcément pile se mettre au niveau du texte, ce qui est logique. Éventuellement, il faudrait mettre le texte en justifié, hein, comme on avait vu avec texte à ligne, pour mieux s'en rendre compte. Mais vous voyez comment ça fonctionne ici. Pour ce type float, en fait, au niveau des éléments. Alors ça c'est tout ce que je voulais vous montrer, donc on peut évidemment annuler un flottant avec none, hein, mais bon, ça reviendra en fait à un style par défaut, d'accord, donc c'est comme si vous mettez float, none ou rien du tout, bah, c'est la même chose pour ici, et appliquer ça. Alors là où ce qui est intéressant du coup à connaître, c'est que, par exemple, si on veut faire une espèce de petit design, très rapidement, donc on va virer l'image, on va faire un
header. Donc je vais aller très vite, hein. Encore une fois. On fait par exemple notre pied de page. Parce que ça, c'est évidemment quelque chose, j'aurais sûrement besoin un jour de faire en pratique, donc c'est bien de l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi là? Faire une section. Et pourquoi pas ici un aside. Voilà. Moi, mon but, c'est d'avoir donc l'entête, d'accord, au départ, d'accord, tout en haut du site, qui prend toute la largeur par exemple, d'avoir la section à gauche, d'avoir la partie aside à droite, et d'avoir du coup le footer qui prend toute la largeur. Donc une espèce de design en fait de site, ok, comme on retrouvera ça habituellement. Donc pour ça, on va avoir grosso modo bon, le header, hein, pas de surprise. On va appliquer, attendez, une couleur. Hein. On va reprendre nos effets de couleur sympathiques. Là. Voilà. Lui, du coup, il fait quoi? Il fait toute la largeur. Alors je répète pas mal de propriétés, hein. Il faudrait bien évidemment les factoriser comme je vous avais montré. Je le fais surtout pour que vous puissiez bien comprendre. C'est-à-dire que normalement il faudrait marquer body, virgule, header, et ensuite dans des accolades mettre par exemple ça et ça. Étant donné que vous voyez, je les répète à chaque fois. Hein. Donc ça je vous le dis, dans un cas pratique, hein, évidemment, ne répétez pas comme ça des propriétés à la longue. Optimisez vos fichiers CSS. Voilà. Et là du coup, 200 pixels je pense. Ou c'est peut-être un peu trop. Hein. Peut-être un peu trop quand même. 80 ce sera pas mal. Voilà, donc on va voir ça. Ensuite, on y va, on va faire le footer. Le footer c'est la même chose, sauf qu'on va le faire beaucoup plus petit, genre 30. On va lui mettre plutôt la couleur bleue. Voilà, on actualise pour voir, donc ça vient évidemment à la suite. Le, ici, section, d'accord. Lui, section, on va le faire, donc évidemment, alors on va pas lui préciser de ça. Mais on va lui mettre par exemple, donc on va faire une partie de 2000 pixels, donc genre 800 pixels. On va le mettre en vert. Voilà. Et on aura le aside, qui lui va être en, par exemple, orange. On va éviter le jaune parce que ça va être assez... Là. Et lui, par exemple, sera le reste des 1000, donc 200 pardon, pixels. Voilà. Comme ça, 200 plus 800, ça fait bien nos 1000 pixels. Après, il ne faudrait pas qu'il y ait de marge, parce que sinon, avec les marges, ça va s'empiéter. Donc là, par défaut, alors évidemment, on voit pas grand-chose, puisqu'on n'a rien. C'est logique. Alors, par exemple, est-ce que je peux mettre... voilà. Je vais y arriver. On va remettre ça là. D'accord. Et ici, à side, par exemple, on peut... GSRC. Bon, elle doit passer l'image, hein. Elle était vraiment petite. Pourquoi pas un petit paragraphe aussi, hein. Voilà. J'actualise et voilà ce que nous avons par défaut, d'accord, évidemment. Tous les éléments sont de type bloc, d'accord, parce que header, hein, header, aside, section sont comme des divs, donc ça fonctionne comme des types blocs. Donc par défaut, si j'essaye de faire un design avec ça, j'obtiendrai ça, d'accord, pas forcément génial. D'ailleurs, si je veux virer toutes les marges appliquées par défaut à tous les éléments, on peut faire un margin 0, on vire le outline parce que c'est pas joli, sinon comme il est par défaut, et on met un padding de 0. Et là, hop, on obtient tous les éléments à la suite des autres, ok. Alors par contre, ah oui, j'allais dire ceux-là ils sont pas de la même largeur, c'est normal. Donc moi je veux que cet élément là se retrouve à gauche et que le aside se retrouve à droite. Tel qu'on faisait toujours avant, parce qu'il n'y avait que cette solution possible, là plus tard vous verrez dans les prochaines vidéos qu'il y aura des solutions un peu plus modernes, mais on peut continuer d'utiliser celle-là, hein, ça n'empêche pas. On peut mettre les éléments en flottant, c'est-à-dire que le section, je vais lui dire que tu es en flottant à gauche, d'accord, et le aside, tu seras en flottant à droite. Tout simplement. Ou éventuellement, on pourrait pas lui mettre un flottant à droite, mais lui mettre un décalage de gauche de 800 pixels. Voyez, on peut faire l'un ou l'autre, comme on veut. Voilà. Et là, on obtient automatiquement ces éléments-là. Ok. Donc ça, c'est évidemment à savoir. Alors là, vous allez me dire, déjà, on remarque un truc. Première chose, déjà, c'est que l'élément footer a disparu. On voit que le footer a disparu. Pourquoi il a disparu? Tout simplement parce qu'à partir du moment où nous utilisons des flottants, d'accord, des éléments flottants, tout ce qui va suivre derrière va garder la même propriété. Donc il faut à un moment donné dire, on arrête en fait le mode de flottement sur l'élément qui suit. Donc on a plusieurs manières de faire. Soit on veut que le mode de flottement s'arrête avec mon élément ici, c'est-à-dire que l'élément qui est en float left. Donc dans ce cas-là, j'utilise la propriété clear. Donc ça, je vais le noter là pour vous. Voilà, clear. Et clear, on va lui mettre left.
ça veut dire bah, tu effaces le flottement à gauche. Et là, il va se passer ça. Voilà. Le footer se met à la fin du flottement gauche. D'accord. Par contre, vous voyez que le flottement droit continue. Si je veux faire l'inverse, bah, je mets right. Et là, bah, l'élément flottant va se mettre en dessous ici. D'accord. Et si je veux qu'il se fasse pour les deux, ce qui est le cas hein, par rapport au design entre guillemets que je voulais faire, on va utiliser la valeur boss, qui va dire bah, pour les deux, d'accord, pour à la fois le flottement à gauche et à droite. Donc là, ça va rien changer puisque c'est l'élément le plus grand au niveau hauteur. Voilà ce qu'on a. Alors après, vous pouvez éventuellement jouer sur ça, d'accord. C'est-à-dire par exemple ici le section. Alors je sais pas si un A ici va vouloir prendre en compte complètement. Non, il faudra jouer sur autre chose. Mais tout comme c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, je vous montrerai dans des cas plus pratiques, par exemple des cas en exercice ou autre, comment par exemple ici on peut s'arranger pour que nos deux éléments ici aient la même hauteur. Parce que vous voyez que là en fonction de ce qu'on met, eh bien il y a un élément qui va pas forcément continuer complètement vers le bas. D'accord. D'ailleurs, est-ce que le... attendez. Je j'avais jamais testé. Non, il ne faudra évidemment pas le jouer parce qu'il n'y a pas de débordement ici. Donc on regardera de toute façon ça par la suite dans des cas évidemment concrets. Je ne vais pas non plus vous parler de ça maintenant parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc grosso modo voilà comment fonctionne le principe de flottement, d'accord. Gauche, droite, et n'oubliez pas évidemment pour les éléments qui suivent ensuite d'annuler ce flottement avec la propriété clear. Sinon bah, ça va vous les garder, ce serait un petit peu embêtant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer de toute façon pour cette vidéo. Donc on regardera tout ça. Alors le fait par exemple que là le vert il continue pas comme ça sur le reste, hein, pour se mettre à la même hauteur que le side, on verra ça bien sûr dans des cas pratiques, c'est pas le sujet de cette vidéo du tout. Donc vous verrez ça dans des cas un peu plus concrets. En tout cas, bon, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses encore. Hein. Donc il n'y avait pas trop de balises là enfin pas trop de propriétés pardon pour le coup. Si on compare avec les précédentes vidéos, il y en avait énormément avec les paddings, margins, etc. Mais elles sont à connaître. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses, donc faut bien connaître tout ça. Et ça va nous permettre, bah, tous ces systèmes là que vous avez vus, bah, de passer aux méthodes de positionnement, de dimensionnement de box, donc de boîte, un peu plus modernes, un peu plus récents. On va pouvoir aborder tout ça. Et après, bah, je veux dire, on aura quand même pas mal avancé au niveau CSS, peut-être que même au niveau du cours, on aura fait le tour, parce qu'après, je pense que certaines autres choses, je vais les garder pour des tutos. Tout ce qui est transition, animation, je pense que ça restera pour des tutos, parce que c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de savoir faire de l'animation en CSS pour créer un site web par exemple, ça reste du surplus pour faire plus on va dire du graphisme ou du jeu vidéo, donc on gardera sûrement ça pour des tutos. Donc en tout cas, hein, par rapport à toute la suite de propriétés que je voulais vous faire voir, on arrive quand même pas très loin sur la fin du cours, de ce cours HTML CSS, donc j'espère en tout cas que ça vous apprend énormément de choses, et encore une fois, le meilleur moyen de mettre en pratique pour ces deux langages là, c'est de vous faire un petit site web. Voilà, choisissez par exemple un thème qui vous plaît, genre vous avez un manga que vous aimez, une série, vous aimez les voitures, vous aimez, enfin je sais pas moi, le jardinage, enfin n'importe quoi, prenez n'importe quel thème vraiment qui vous plaît, et faites-vous par exemple un petit site là-dessus, voilà, un petit site statique en HTML avec CSS, donc quelqu'un par exemple qui veut faire un truc sur la botanique, bah, il fera dans des couleurs vertes, quelqu'un qui veut faire sur les voitures, il fera peut-être un site un peu plus foncé, quelqu'un qui fera sur un manga, bah, il fera selon les couleurs du manga, ou ce genre de choses, et comme ça bah, vous pourrez voilà, mettre en pratique tout ça dans un exercice, donc un petit projet qui vous plaît, hein, parce que vous aurez choisi un sujet, un thème qui vous plaît, et essayez voilà, de créer comme ça un site thématique en fonction du sujet que vous avez choisi. Donc voilà un exemple de petit projet que je peux vous inviter à faire si vous voulez, sachant que là vous avez vu déjà, sans parler en tout cas des méthodes modernes, vous avez vu tout ce qu'il faut en web, avec tout ce qu'on a vu là, pour pouvoir créer un site web sans problème. Voilà, en tout cas tel que ça se faisait avant l'arrivée des méthodes de par exemple de boîtes dynamiques, ce genre de choses. Parce que tout ça n'existait pas avant, hein, c'est arrivé que très récemment. Et moi sur les premiers sites web que j'ai pu faire, eh bien je n'utilisais pas ces systèmes là. Donc vous pouvez largement créer des sites web avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui veulent un exercice, une idée de choses à faire avec tout ce que vous avez vu là, eh bien là vous en avez un bon. Choisissez un thème qui vous plaît et faites un site thématique là-dessus. Et à la fin, une fois que vous aurez fait votre site, pas forcément pour me montrer votre code CSS autre, parce que j'aurai pas le temps de voir pour tout le monde, mais si vous voulez après me faire des petites captures d'écran de votre site web, hein, du design, tout ça, pour voir un peu à la fin comment ça rend, bah, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo, et puis comme ça, bah, voilà, ça profitera aussi à d'autres gens, et ça motivera d'autres personnes à voir bah, avec très peu de vidéos au final, hein, parce qu'il y a 21 séances là pour le coup, et bien on peut faire déjà des trucs très sympas.
Et si vous voulez, moi peut-être que je vous partagerai des petits exemples de design, je ferai sûrement ça aussi. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander sur Discord ou autre, que je vous fasse par exemple des petits sites donc rapides, avec des petits designs comme ça, pour vous montrer voilà plusieurs possibilités, juste avec ce qu'on a vu là. C'est-à-dire sans parler de Flexbox, de Grid, etc. Juste avec ce qui a été vu sur ces 21 vidéos, que vous voyez un petit peu le genre de site web déjà qu'on peut faire. Et que voilà, on n'est pas limité en fait, puisque les nouveaux systèmes sont là pour simplifier les choses, mais pas forcément pour ajouter des nouvelles possibilités. On peut pas mal se débrouiller déjà avec les systèmes de flottement comme on l'a vu et les systèmes de positionnement comme on a abordé sur cette vidéo et sur les précédentes. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation HTML CSS. S'il y a des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser en commentaire. Vous avez comme toujours, encore et toujours, le Discord si vous avez besoin d'aide par rapport aux autres abonnés ou même directement pour me contacter, par exemple pour vous partager le design de votre site que vous venez de réaliser. Et puis on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo sur ce cours en web. A bientôt tout le monde, ciao.